Bonjour. Quel est le contexte historique de 1789 à 1814? C'est ce contexte qui va permettre de passer d'un point de vue littéraire des Lumières au romantisme. Et nous verrons la littérature du 19e siècle dans une vidéo suivante. Pour l'instant, c'est une introduction. Ceci est un cours enregistré, donc je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Victor. Bonjour Katia. Donc aujourd'hui, nous allons voir le 19e siècle d'un point de vue historique et littéraire, et on finira dans une autre vidéo l'aspect littéraire. Nous allons voir pour l'instant les tenants et les aboutissants. Vous savez que ce cours est enregistré et vous êtes d'accord pour que je le mette sur ma chaîne YouTube et que je coupe des extraits par-ci par-là éventuellement pour montrer les courants littéraires en détail. Oui, oui, oui. Oui, bon bah tant mieux. Commençons. Alors on va commencer par voir ce qui annonce le 19e siècle. C'est-à-dire, le 19e siècle n'arrive pas directement, en fait, en histoire et en littérature, on ne passe pas d'un siècle à l'autre comme ça dès qu'on franchit l'année. Il y a une période annonciatrice et la période qui marque un début de coupure entre le 18e siècle et le 19e siècle, c'est 1789. Donc, on va parler de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, on a 1789 qui commence à amorcer ce qui va être le 19e siècle. Et on va dire officiellement que le siècle historique commence en 1814. Donc, le siècle, d'un point de vue concret, c'est 1800. Mais d'un point de vue historique, le siècle commence réellement en 1814. Donc nous, on va voir ce qui se passe entre 1789 et 1814. Et après, ce sera le 19e siècle qui commence, le 19e siècle historique. Jusque-là, c'est bon? Oui, on le fait commencer en 1814 parce que c'est un peu la fin de toutes les révolutions après Napoléon, c'est ça ou... Oui, alors on verra ça en détail ensuite, mais effectivement, il y a de ça. Donc, vous pouvez passer à la page 2. On a la fin de la monarchie absolue à partir de cette période-là. Donc, le 20 juin 1789, c'est le serment du jeu de paume. C'est le moment où les députés se promettent qu'ils ne se sépareront pas tant qu'ils n'ont pas donné une constitution à la France. Ils décident de faire ça. Bon, il y a au passage la Révolution, la prise de la Bastille. Et le 4 août 1789, on a l'abolition des privilèges des nobles. Avant, les nobles ne payaient pas d'impôts, ou quasiment aucun, et on abolit ce privilège-là. C'est extrêmement novateur. Voilà, c'est tout ce sont des acquis qui sont particulièrement importants. Mais qu'est-ce qu'ils perdent comme pouvoir, les nobles? L'impôt. Ils ne payaient pas d'impôts, ils étaient exonérés, notamment ils payaient des tout petits impôts, mais les impôts importants, ils ne les payaient pas alors qu'ils en avaient largement les moyens. Et le peuple à côté manquait beaucoup d'argent, il y avait des problèmes économiques, et c'était totalement injuste par rapport aux nobles. Donc l'abolition des privilèges veut dire tout le monde est égal devant l'impôt. Voilà. Ok. Et qui a poussé à cette révolution? C'est la bourgeoisie? C'est qui En fait, tout le monde était d'accord, sauf les aristocrates, les nobles. Ah, d'accord. Autrement dit, le peuple, forcément, le tiers-état voulait cette abolition des privilèges. Eux, ils avaient du mal à vivre. Et à côté, ils voyaient des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui ne payaient pas d'impôts. Les bourgeois voulaient cette abolition des privilèges, puisque eux, ils payaient des impôts, donc ils voulaient que les nobles en payent aussi, donc les commerçants, tous les bourgeois.
Le clergé proche du peuple voulait aussi cette abolition des privilèges. Bon, le clergé qui avait un bon niveau social, les évêques, etc., forcément, ils étaient du côté des aristocrates, mais le petit clergé était du côté du peuple. Et donc, on avait une coalition énorme de tous les gens qui voulaient une abolition des privilèges. Voilà, c'est bon? Oui. Et le 26 août 1789, les députés font une sorte d'introduction à la future constitution qu'ils ont promis de faire. Et cette introduction s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est l'homme en général. Alors, ce n'est pas préciser l'homme et la femme, mais dans la formulation, on comprend bien que c'est l'être humain en général. Donc, l'être humain a des droits et le plus important, c'est les hommes naissent libres et égaux en droit. L'égalité en droit, c'est vraiment l'aboutissement de la philosophie des Lumières. Toute personne a les mêmes droits. Donc, il y a évidemment les droits devant l'impôt, mais il y a aussi les droits devant la justice et les droits devant les charges politiques. Les nobles étaient les seuls à pouvoir faire de la politique. Ils étaient les seuls à pouvoir donc avoir des charges. Là, tout le monde peut. Et quand vous dites députés, ils étaient élus comment, les députés? Ils étaient seulement nobles, il y avait des bourgeois. C'était comment les députés en août 1789 hein? Bah, alors déjà, c'est la fin de la monarchie absolue. Donc, les représentants sont élus par le peuple. On a encore un roi, mais on a toujours Louis XVI, mais les députés sont élus par le peuple. C'est la démocratie, donc c'est constitutionnel, c'est une monarchie constitutionnelle à ce moment-là. Comme en Angleterre aujourd'hui ou... Comme en Angleterre aujourd'hui, oui. Mais il y avait quand même un pouvoir du roi. Notamment, il avait le droit de veto, c'est-à-dire il pouvait dire « Ah mais non, cette loi ne me plaît pas, on ne la fait pas ». Donc, il avait donc le fait qu'il ait le droit de veto, il en a pas mal usé et il pouvait bloquer un petit peu le fonctionnement du pouvoir démocratique. En Angleterre aujourd'hui, la monarchie est une monarchie qui n'est pas du... Enfin, la reine n'a pas de pouvoir, hein, elle a juste un rôle de représentant en termes de diplomatie, mais elle n'a pas du tout de pouvoir. Donc, c'est une monarchie constitutionnelle. Enfin, on supprime la monarchie absolue de droit divin. Avant, le roi était considéré comme ayant été choisi par Dieu. Donc, il avait tous les pouvoirs. Là, on dit, c'est au peuple d'élire. C'est à ce moment-là que la bourgeoisie prend puissance. La bourgeoisie commence à avoir du pouvoir et la noblesse a moins de pouvoir. On officialise le concept de propriété privée. C'est assez nouveau aussi. Il y a toujours eu les nobles à posséder des terres, etc. Mais il n'y avait pas cette idée de je suis propriétaire de tel élément. Et la bourgeoisie arrive avec ce concept-là de propriété privée. Et pourquoi la bourgeoisie a réussi à avoir ce pouvoir? C'est grâce à l'argent ou c'est quoi? Oui. En fait, la bourgeoisie a réussi à s'élever en possédant des commerces et en travaillant dans ces commerces. Et comme la bourgeoisie a réussi à s'élever, elle a obtenu du pouvoir et elle a obtenu de l'argent. Avec l'argent, on obtient du pouvoir. Mais c'est marrant parce que la façon dont vous en parlez, ça semble être proche du monde moderne, enfin surtout aux États-Unis où l'argent semble avoir de plus en plus de pouvoir sur le monde politique. Oui. Et avec de plus en plus de révolutions, disons, du tiers-État, je ne sais pas si on peut l'appeler encore aujourd'hui le tiers-État, mais des gens, il y a une masse énorme de gens pauvres. Il y a quand même beaucoup de parallèles, je trouve. Mmh. Ah oui, alors les parallèles, vous allez les voir, ils sont de plus en plus importants au fur et à mesure qu'on progresse. Oui, il y a un lien. À partir du moment où on sort du système aristocratique
pour entrer dans un système capitaliste, les valeurs changent. Au départ, donc, l'aristocratie disait, voilà, on est né aristocrate, donc on est par nature, on est meilleur que les autres. Il y avait une idée de la supériorité de l'aristocratie, de la noblesse sur les autres. On a des valeurs, etc. Et on le voit, par exemple, quand au XVIIe siècle, avec toutes les tragédies, on voit très bien que la noblesse se targue d'avoir des valeurs, d'honneur, etc. Et donc là, l'aristocratie avait du pouvoir, on était dans un système aristocratique. Ensuite, on passe dans un système capitaliste où ce qui prime, c'est posséder les moyens de production, c'est-à-dire posséder ce qui permet de rapporter de l'argent, ce qui permet de travailler. Ouais. Et comment ça se fait que les bourgeois se sont enrichis? C'est avec le commerce international? C'est avec quoi? En France, ils sont enrichis comment? Ils ont obtenu graduellement leur pouvoir comment? Ben avec tout, avec toutes les usines. Les usines, les commerces, les boulangeries, tous les petits commerces. Ouais. La bourgeoisie, donc il y a les petits bourgeois, les petits commerces, et puis il y a la grande bourgeoisie et les usines, les grosses usines. Les usines de textiles, les mines, enfin tout. Ouais, mais ça, c'est plus venu au XVIIIe siècle, non? Au XIXe siècle, pardon. Oui, un peu plus. Alors, c'est plus ça va être la révolution industrielle. On va y venir après à la révolution industrielle. Mais la bourgeoisie commence déjà à avoir un pouvoir énorme. Et c'est pour ça qu'il y a cette abolition des privilèges, cette déclaration des droits de l'homme, parce que tout le monde est d'accord. Les bourgeois sont d'accord avec le peuple. Ça restera pas longtemps. Ils seront pas d'accord longtemps, mais au départ, il y a une coalition de tout le monde. Ouais. Quelque chose de très important qui arrive, c'est la liberté de la presse. Ça n'existait pas avant. Forcément, quand on est dans une monarchie absolue de droit divin, on ne peut pas trop critiquer dans la presse. Là, la liberté de la presse et des opinions arrivent. On peut s'exprimer. Voilà. On passe en page 3. Alors, en 1791, on arrive avec le concept de droit d'auteur. Avant, la propriété de ce qu'on crée n'existait pas. On pouvait se réinspirer de ce qui avait été déjà fait, mais pas de droit d'auteur. En 1791, le concept de droit d'auteur pour les œuvres littéraires arrivait, artistiques. Donc, on possède encore cette idée de propriété qui est une valeur fondamentale de ce mouvement-là. On arrive avec cette idée de propriété des œuvres littéraires et on protège aussi les inventions. On avait un brevet des inventions, mais là, on le développe encore plus. En mars 1791, on a le décret d'Allard qui dit qu'on a la liberté d'entreprendre. Donc voilà, les bourgeois peuvent acheter un commerce et puis gagner de l'argent grâce à ce commerce. C'est nouveau. C'est nouveau parce que le système aristocratique ne fonctionnait pas avec l'entrepreneuriat. Et en juin 1791, on a la loi Le Chapelet. C'est-à-dire, bon, d'accord, il y a la liberté d'entreprendre, mais quand même, il ne faut quand même pas exagérer, les corporations et les syndicats, ils sont interdits. Donc, on limite quand même en disant, on va pas non plus, il faut pas non plus que les gérants, les patrons, etc., doivent céder trop à leurs employés ouvriers. Faut quand même limiter. Voilà. Donc tout ça, c'est fait pour la bourgeoisie, grosso modo. Voilà. Mais il va y avoir, on va en parler de la tension qu'il va y avoir justement entre la bourgeoisie et le peuple. Parce qu'au départ, tout le monde est d'accord, et puis petit à petit, les intérêts ne sont plus du tout convergents. Et le pouvoir en place, enfin, on va voir ça. En août
1792, on a la prise des Tuileries, c'est-à-dire l'endroit où vit le roi. En septembre 1792, la bataille de Valmy. Donc, on était en guerre contre la Prusse. En fait, pour schématiser, on était en guerre contre la Prusse parce que Marie-Antoinette est autrichienne et qu'elle n'est pas trop d'accord, elle n'est pas trop d'accord pour une monarchie constitutionnelle. Et sa famille décide de l'aider et d'essayer de remettre Louis XVI au pouvoir en monarchie absolue de droit divin. On va exécuter Louis XVI, 1793, puisque Louis XVI cherche à partir de la France pour créer son armée, pour pouvoir revenir et récupérer le pouvoir autrement qu'en monarchie constitutionnelle. Donc, il est exécuté en 1793. Ouais. Voilà. Ça va jusque-là? Oui, c'est bon. Alors, page suivante, 1793, la loi des suspects. Alors là, c'est intéressant parce que ça explique pourquoi la production littéraire dans ces périodes-là est très faible, n'est pas qualitative. En fait, en 1793, pendant la Terreur, donc la Terreur, c'est le moment où on avait les révolutionnaires qui avaient le pouvoir, on n'a plus du tout le roi, on n'a plus la monarchie constitutionnelle, et on a tout se fait par élection, mais comme le peuple a tendance à vouloir tuer les nobles, tuer ceux qui avaient le pouvoir avant, eh bien, il y a énormément de violence. Et le gouvernement révolutionnaire décide de faire des exécutions massives pour éviter que ce soit le peuple qui fasse justice lui-même. Donc, le gouvernement de la terreur, c'est une horreur en termes d'exécution. Il y a énormément de morts, ils se condamnent tous les uns les autres, ils s'accusent tous d'être contre-révolutionnaires, c'est-à-dire d'être contre la révolution, et ils s'entretuent tous. Voilà. Donc là, je vous ai mis une photo de Robespierre à gauche et de Danton à droite. Danton a dit « il faut être terrible pour éviter que le peuple le soit ». Donc, ils s'entretuent tous. Ils font une loi en 1793 qui est assez pernicieuse. En fait, c'est la loi des suspects. C'est-à-dire que ceux qui écrivent des textes contre-révolutionnaires, donc qui sont contre la révolution, qui soient monarchistes, ou qui soient juste pas tout à fait du même avis que le pouvoir en place, eh bien, ils sont punis, voire exécutés. Donc, la loi des suspects dit il est interdit d'écrire. Alors, ne dit pas, non, pardon, c'est pernicieux parce que ça ne dit pas, vous n'avez pas le droit d'écrire quoi que ce soit qui soit pas pour la terreur, mais si vous écrivez quelque chose, vous allez avoir des problèmes. Donc, en théorie, ça ne rentre pas en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme, puisque les écrits, on n'empêche pas de les faire. Il y a toujours la liberté de la presse, la liberté d'écrire. Simplement, après, ils ont un procès parce qu'ils ont écrit ça. Donc, ça ne donne pas trop envie d'écrire. Oui. Voilà. C'est une forme de dictature de la Révolution. Oui. La terreur, ça a été assez horrible. Donc, ça va expliquer pourquoi la littérature de l'époque est pas terrible, en fait. La littérature de cette période-là, après 1814, on va avoir ça va foisonner d'un point de vue littéraire. Mais pendant la période-là, il n'y a pas grand-chose. Alors, le 9 novembre 1799, on a le coup d'État du 18 Brumaire. Donc, vous savez qui c'est? C'est pas Napoléon. Voilà, c'est ça. Oui. C'est Napoléon. Donc, Napoléon fait un coup d'État et ça marque la fin de la Révolution française et ce qu'on va appeler le début du consulat. Donc, mais il était soutenu parce que c'était un général victorieux. Il avait mené à plusieurs victoires. Donc, voilà, il était très, très soutenu par la population. Et lui, il est issu d'une famille quoi? D'une famille bourgeoise, noble, enfin Napoléon Bonaparte? Alors, Napoléon Bonaparte, bourgeois. Alors, je sais plus exactement
ce que faisaient ses parents, mais c'est de la bourgeoisie, c'est pas de la noblesse. Alors que normalement, les généraux, ils étaient nobles. Simplement, dès qu'on arrive à la Révolution, les généraux sont élus, enfin sont choisis, pardon, pour leurs compétences et non plus pour leur naissance. La Révolution va créer des généraux qui sont vraiment très bons, parce qu'on va les prendre n'importe où. Pas dans le peuple parce qu'ils n'ont pas fait les études, mais on va les prendre là où ils sont bons. Alors. Qui s'intitule comment la page suivante? 1790, le consulat et le Premier Empire. D'accord, ok, c'est bon. Ok. Donc, 1799-1804, le consulat, donc il est premier consul, il gouverne de façon, alors il a fait un coup d'État, mais il y a encore une apparence démocratique. Et en 1803-1804, il écrit le Code civil. Donc, le Code civil, autant pendant la Révolution, il y avait une certaine égalité entre les hommes et les femmes, le Code civil, ça fait un pas en arrière. Donc, la femme doit obéir à son mari, c'est une mineure, etc. Donc là, je vous ai mis une photo de Napoléon Bonaparte en tant que consul. Et puis ensuite, page suivante, 1804-1814, il fait le Premier Empire. Il devient empereur. Et après, en 1814, il abdique. Voilà, quand il a eu des défaites militaires. Donc, 1804-1814, en 1810, censure des journaux. Donc, on avait une liberté d'expression, on perd la liberté d'expression, enfin, censure des journaux, on interdit le journal. Contexte littéraire général. De façon générale, jusqu'en 1814. On a une production écrite qui est quasi exclusivement politique. Et c'est encouragé par la presse, parce qu'on peut donner son avis dans la presse. Donc, quand on écrit, on a tendance à écrire des écrits politiques. Les écrits politiques n'ayant pas une grande valeur littéraire. Vous parlez de la période de 1789-1814 ? C'est ça, je m'arrête en 14 là pour l'instant. 1814, on n'a que de la production politique. Okay. On a des chants révolutionnaires qui sont là, on a une bonne production en termes de chants révolutionnaires. On a la Carmagnole, le chant du départ, la Marseillaise. C'est là où la Marseillaise est inventée. Il n'y a pas de nouveaux mouvements. On continue avec les mouvements du XVIIIe siècle. Il n'y a pas de nouveauté littéraire, en fait. Les gens sont en train de se battre politiquement, bah, ils n'écrivent pas. Donc, on reste sur les mouvements du XVIIIe. Donc, on a les derniers écrits de Beaumarchais. Beaumarchais, c'est celui qui avait fait le mariage de Figaro. Donc, un écrit extrêmement critique sur les privilèges de la noblesse. Là, il écrit du drame larmoyant, la mère coupable. Voilà, c'est pas sa meilleure œuvre. Ensuite, il y a les premiers écrits de Chateaubriand. Chateaubriand, ce sera un romantique. Il écrit Atala, René, donc il commence. Il débute le romantisme, tout doucement. Pas encore beaucoup. On est en quelle année pour Chateaubriand? 1801. Ah, ok. Voilà. Donc c'est, oui, vraiment le tout début du siècle. Ensuite, il y a un mouvement néoclassique. Et Napoléon aime beaucoup le néoclassique. Le néoclassique en art, c'est on s'inspire de ce qui a déjà été fait, de l'Antiquité. Voilà, on n'innove pas, on prend ce qui a déjà été fait. Donc là, j'ai mis un tableau de Jean-Louis David, Le Serment des Horaces, donc référence à l'Antiquité et style artistique classique. Donc néoclassique parce que c'est plus classique. Classique, c'est 17e siècle. Néoclassique, nouveau classique, on reprend le classicisme, mais on le fait au 19e siècle. Voilà. Et ça va s'opposer au romantisme. Le néoclassicisme, c'est totalement l'inverse du romantisme. On verra après. On a une production littéraire en France qui est
pas exceptionnel à ce moment-là, alors qu'on a le romantisme dans les autres pays avec une très bonne production littéraire. Donc Madame de Staël, ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'ouvre des salons, c'est-à-dire des lieux de réunion entre personnes du beau monde, et elle parle et lit des romans qui viennent d'autres pays et qui sont romantiques. Et c'est elle qui va vraiment amener le courant romantique en France. Et Mais on a, oui, pardon, que veut dire épistolaire? par lettre, du roman par lettre. Ah, d'accord. Vous savez, il y en a un qui écrit une lettre, l'autre qui répond, et puis ça fait un roman. Voilà pour 1789 à 1814. Si vous voulez savoir ce qu'il se passe de 1814 à 1914,